Maman a appelé, ne viens pas à Noël. Le fiancé de Jessica vient d'une vieille famille fortunée. Tu ferais tâche, j'ai répondu, compris le matin de Noël, Forbes a publié son numéro au 31h30 avec moi en couverture. Mon téléphone a explosé car l'appel téléphonique est arrivé le 10 décembre, exactement 2 semaines avant le dîner du réveillon de Noël, dans la propriété de mes parents à Greenwich, dans le Connecticut. Rachel, il faut qu'on parle des fêtes, a dit maman, sa voix portant ce ton particulier qu'elle réservait aux conversations inconfortables. Pas en colère, pas triste, juste diplomate. J'étais dans mon bureau à ce moment-là, en train d'examiner les prévisions du 3e trimestre pour les entreprises clientes de ma société. J'ai posé mon stylo. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, ma chérie. C'est juste que, cette année, c'est spécial. Ta cousine Jessica amène son fiancé, Bradford Ashworth III, au dîner du réveillon de Noël. Elle fit une pause. Les Ashworth sont une vieille fortune, Rachel. Le grand-père de Bradford a fondé Ashworth Industries. Sa famille figure dans le bottin mondain depuis 1927. J'ai attendu. Jessica est très nerveuse à l'idée de faire bonne impression auprès de sa famille, et les parents de Bradford se joindront également à nous. C'est, essentiellement, un dîner de fusion familiale avant le mariage. Une autre pause. Ta tante Caroline pense qu'il vaudrait mieux que nous gardions les choses simplifiées, juste la famille immédiate, ceux qui peuvent témoigner du succès et du statut de la famille. Je suis la famille immédiate, maman. Bien sûr que tu le es, ma chérie. Mais tu dois comprendre, la famille de Bradford évolue dans des cercles très particuliers. Les vieilles fortunes ont des attentes différentes. Jessica craint qu'avoir quelqu'un là-bas, quelqu'un qui est encore en train de lutter pour s'établir, pourrait envoyer un mauvais message sur le statut de notre famille. Les mots ont frappé exactement comme prévu. Encore en train de lutter pour s'établir. C'est ainsi que ma famille m'appelait depuis 8 ans. J'avais obtenu mon diplôme du MIT avec une licence en informatique. J'avais commencé à travailler dans une petite start-up technologique à Boston. Je vivais dans un appartement modeste à Cambridge. Je conduisais une Honda Civic vieille de 10 ans, je portais des vêtements de chez Target. Pour ma famille, mon père gestionnaire de fonds spéculatifs, ma mère mondaine, mon frère avocat d'affaires et ma sœur médecin, je ressemblais à un échec. La parente embarrassante qui avait choisi la mauvaise voie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la petite start-up technologique que j'avais rejointe en 2015 était une entreprise que j'avais cofondée avec 2 camarades du MIT, une société appelée Novis Analytics, spécialisée dans les solutions de sécurité des données d'entreprise pilotées par l'IA. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je possédais 31% de l'entreprise. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Novis Analytics venait de clôturer un tour de table de série D de 340 millions de dollars en octobre, valorisant l'entreprise à 1,8 milliard de dollars. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma participation personnelle valait désormais environ 558 millions de dollars. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Forbes suivait notre croissance depuis 18 mois, et m'avait programmé pour une interview de profil dans leur numéro 31h30. Qui devait sortir le matin de Noël. J'avais tout gardé sous silence pour des raisons stratégiques. Au début, je voulais construire quelque chose sans la pression ou l'interférence de la famille. Mon père avait des idées très précises sur les carrières acceptables. Finance, droit, médecine, technologie. L'entrepreneuriat n'était pas sur la liste. À mesure que Novis grandissait, j'ai maintenu le silence pour tester quelque chose. Je voulais voir si ma famille m'apprécierait pour qui j'étais, plutôt que pour ce que j'avais accompli. Je voulais voir s'ils seraient là pour moi quand je semblais n'avoir rien. Ils ne l'ont pas fait. Chaque réunion de famille devenait une performance de cruauté ordinaire. Mon frère Derek demandait bruyamment, toujours dans cette petite start-up? Ma sœur Amanda avait oublié de m'inclure dans les photos de famille. Mon père soupirait lourdement chaque fois que je parlais. Et ma mère souriait d'un air excusé en disant des choses comme « Rachel se cherche encore ». Maintenant, apparemment, j'étais devenue trop embarrassante pour assister à Noël. Donc, tu me désinvites, dis-je calmement. Nous ne te désinvitons pas, ma chérie. Nous te demandons juste de comprendre que ce dîner particulier est très important pour l'avenir de Jessica. Toute sa trajectoire de vie dépend de cette relation avec la famille Ashworth. Nous ne pouvons rien risquer qui pourrait compromettre cela. Rien comme moi. Rachel, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. On fera quelque chose de spécial, juste toi et moi. Après les fêtes,
On pourra déjeuner dans ce petit café que tu aimes bien à Cambridge. Ce petit café était en réalité un restaurant étoilé Michelin où j'avais organisé notre dîner d'annonce de série C. Mais maman ne m'avait jamais assez posé de questions sur ma vie pour le savoir. C'est bon, maman. Je comprends. Tu comprends? Oh, Dieu merci. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Tu es si doué pour comprendre ces choses-là. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau d'angle, avec ses baies vitrées du sol au plafond donnant sur le port de Boston, et j'ai pris une décision. J'ai ouvert mes contacts et appelé mon attaché de presse, Marcus Chin. Marcus, le profil Forbes. Quand est-ce qu'il est mis en ligne? L'édition numérique sort le matin de Noël à 6 heures, heure de l'Est. L'édition imprimée arrive dans les kiosques le même jour. Pourquoi? J'ai besoin que tu t'assures qu'il obtienne une distribution maximale. Contacte tout le monde sur notre liste de médias. Assure-toi que chaque grand média sache qu'il arrive. Rachel, ça va déjà être énorme. Le Forbes 30 Under 30 fait toujours le buzz. Mais oui, je peux amplifier. C'est quoi l'occasion? Je m'assure juste que ma famille puisse le trouver, ai-je dit. Les 8 années entre l'obtention de mon diplôme au MIT et cet appel téléphonique avaient été soigneusement construites. J'avais rencontré mes cofondateurs, David Park et Jennifer Wu, lors de notre 3e année. Nous travaillions tous sur différents aspects de la recherche en cybersécurité. Jennifer était brillante avec les algorithmes de chiffrement. David pouvait repérer des vulnérabilités dans n'importe quel système en quelques minutes. Je me spécialisais dans les applications d'apprentissage automatique pour la détection des menaces. Nous avons lancé Novice Analytics dans l'appartement en sous-sol de Jennifer, avec 47 000 $ que nous avions grattés sur nos économies de stage d'été, et une petite subvention du programme d'entrepreneuriat du MIT. Notre premier produit était rudimentaire mais fonctionnel, un système d'IA capable d'apprendre le comportement normal du réseau et de signaler les anomalies en temps réel. Nous l'avons vendu à 3 petites entreprises au cours de notre première année, pour un total de 180 000 $ de revenus. Ma famille pensait que je travaillais comme développeuse junior dans une entreprise technologique. J'ai délibérément gardé mon explication vague. Je fais du développement de logiciels de sécurité. Techniquement vrai. Année 2, nous avons décroché notre premier grand client, une banque régionale qui voulait une meilleure détection des fraudes. Les revenus ont atteint 1,2 million de $. Nous avons embauché nos 5 premiers employés. Ma famille demandait pourquoi je n'avais pas encore un appartement plus agréable. Année 3, nous avons développé notre produit révolutionnaire. Un système de détection des menaces par auto-apprentissage, capable de prédire les attaques avant qu'elles ne se produisent. Nous l'avons appelé Sentinelle. Une entreprise de santé du Fortune 500 a acheté une licence d'entreprise pour 8 millions de $. J'ai acheté une voiture d'occasion plus récente, une Toyota Camry de 2015. Mon père demandait pourquoi je ne conduisais pas une BMW comme mes frères et sœurs. Année 4, Sentinelle est devenu viral dans les cercles de sécurité d'entreprise. Nous avons signé 12 contrats majeurs totalisant 64 millions de $. Nous avons levé notre série A de 25 millions de $ auprès d'une société de capital risque respectée. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable à Cambridge, 2 chambres au lieu d'une. Ma mère demandait quand j'achèterais une vraie maison comme l'avait fait Amanda. Année 5, nous nous sommes développés à l'international. Bureau à Londres, Singapour et Sydney. Les revenus ont atteint 180 millions de $. Le financement de série B a apporté 95 millions de $ à une valorisation de 620 millions. J'ai acheté un petit condo près du MIT. Rien de flashy, confortable. Mon frère a demandé si j'avais besoin d'argent pour un acompte sur un vrai logement. Année 6, nous sommes devenus la norme de l'industrie. Si vous étiez une grande entreprise gérant des données sensibles, vous utilisiez Novice Analytics. Notre liste de clients comprenait 47 entreprises du Fortune 500. Revenu de 340 millions de $. Série C, 180 millions de $ à une valorisation de 1,1 milliard. Nous étions devenus une licorne. Je portais les mêmes vêtements Target au dîner de famille. Année 7, expansion vers les contrats gouvernementaux. Département de la Défense, département de la Sécurité intérieure, Réserve fédérale. Les revenus ont dépassé 500 millions de $. L'entreprise que tout le monde dans la tech surveillait. Je conduisais toujours la Camry. Année 8, octobre 2023.
Série déclôturée. 340 millions de dollars à une valorisation de 1,8 milliard. Nous nous préparions pour les discussions d'introduction en bourse, IPO, en 2024. Forbes nous a contactés pour le profil 31h30, et ma famille m'a désinvité de Noël parce que je les avais embarrassés. La belle ironie était que j'avais délibérément maintenu mon style de vie modeste comme un test. Je voulais voir si ma famille aimait Rachel la personne, ou Rachel la réussite. Je voulais savoir s'il serait là quand je semblerais n'avoir rien. Chaque commentaire dédaigneux, chaque cruauté ordinaire, chaque invitation oubliée avait été notée, enregistrée, sauvegardée. Je ne cachais pas mon succès. Je regardais qui méritait de le partager. L'interview de Forbes a eu lieu le 15 décembre, 5 jours après l'appel de ma mère. La journaliste, Catherine Morrison, m'a rencontré au siège de Novice. Nos bureaux occupaient 4 étages d'un bâtiment industriel rénové dans le quartier Seaport de Boston. Briques apparentes, fenêtres du sol au plafond, espace de travail collaboratif. Nous employions 340 personnes. C'est remarquable, a dit Catherine en regardant l'espace de travail principal. Quel âge avez-vous ? 29 ans. J'aurai 30 ans en mars. Et vous avez construit tout cela en 8 ans ? Avec mes cofondateurs, oui. L'interview a duré 3 heures. Catherine a posé des questions sur la technologie, les tours de table, les acquisitions de clients. Elle a posé des questions sur les défis que nous avions rencontrés, les erreurs que nous avions commises, les leçons que nous avions apprises. Puis, elle a posé des questions sur ma famille. Vos informations de base indiquent que vous venez de Greenwich, dans le Connecticut. C'est un territoire de vieille fortune. Votre famille a-t-elle soutenu votre parcours entrepreneurial ? J'ai fait une pause. C'était le moment. Je pouvais mentir. Je pouvais détourner le sujet. Je pouvais les protéger. Mais j'ai dit la vérité. Ma famille ne sait pas ce que je fais, ai-je dit. Ils pensent que je travaille dans une petite entreprise technologique avec un salaire modeste. Ils n'ont jamais demandé de détails. Ils ont décidé que je suis l'échec de la famille, et ils n'ont jamais été assez curieux pour vérifier si cette hypothèse était vraie. Le stylo de Catherine s'est arrêté de bouger. Ils ne savent pas que vous valez un demi-milliard de dollars ? Ils ne savent pas que j'ai cofondé Novice. Ils ne savent pas que mon titre est directrice de la technologie, CTO. Ils ne savent pas que je détiens 31% du capital. Ils n'ont jamais demandé à visiter mon bureau. Ils n'ont jamais posé de questions sur mon travail au-delà de toujours dans cette petite start-up ? J'ai souri. Il y a 2 semaines, ma mère m'a désinvité du dîner du réveillon de Noël, parce que ma présence embarrasserait la famille devant le riche fiancé de ma cousine. Elle vous a désinvité ? Elle a dit qu'avoir quelqu'un qui est encore en train de lutter pour s'établir enverrait le mauvais message sur le statut de notre famille. Catherine est restée silencieuse un moment. Ça va aller dans l'article. Je supposais que ça le ferait. Rachel, ce profil va être lu par des millions de personnes. Votre famille va le découvrir. Je sais. Le matin de Noël. Je note que vous êtes d'accord avec ça. J'ai pensé à 8 ans de rejet, 8 ans à être oublié, négligé, diminué, 8 ans à tester s'il m'aimerait sans réussite pour valider ma valeur. Je ne fais pas ça par vengeance, ai-je dit. Je fais ça parce que je suis fatigué de cacher mon succès pour protéger des gens qui ne m'ont jamais protégé. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire. J'emploie 340 personnes. Je sécurise les données pour des organisations qui protègent des millions de vies, et je l'ai fait pendant que ma famille avait honte de m'inclure dans une photo. Catherine a hoché la tête. Quand est-ce que ça sort ? Le matin de Noël, 25 décembre, à 6 heures. Les jours précédant Noël, j'ai fait des préparatifs minutieux. Premièrement, j'ai appelé mon avocate, Sarah Vance, qui gérait notre travail d'entreprise depuis la série A. Sarah, j'ai besoin que tu prépares quelque chose pour moi. Je veux un dossier de documentation complet sur ma participation au capital de Novice, mon rôle de CTO et la valorisation actuelle de l'entreprise. Papier à en-tête officielle, toutes les signatures, tout ce qui est juridiquement contraignant. Y a-t-il un problème ? Pas de problème. Je vais juste avoir besoin de la preuve de quelque chose très bientôt, et je veux une documentation en béton. Je l'aurai prête pour le 23 décembre. Deuxièmement, j'ai appelé Marcus. L'article de Forbes va créer le chaos dans ma vie personnelle, ai-je dit.
J'ai besoin que tu prépares une déclaration que je pourrai publier si nécessaire. Quelque chose de bref sur le maintien de la vie privée tout en construisant l'entreprise. Quelque chose sur le fait que les dynamiques familiales sont compliquées. Quelque chose qui protège mes cofondateurs et mes employés du drame. Considère que c'est fait. Tu veux que je briefe l'équipe sur ce qui pourrait arriver? Oui. Le jour de Noël va être chargé. Troisièmement, j'ai appelé mes cofondateurs pour une réunion vidéo. Écoutez, vous savez tous les deux que j'ai tenu ma famille à l'écart de Novice. C'est sur le point de changer de manière très publique. Le profil Forbes révèle que ma famille ne connaît pas mon rôle ici. Cela pourrait créer un certain intérêt médiatique sous cet angle. Je veux que vous soyez tous les deux préparés. David Harry. Rachel, on te soutient. Ta famille n'a aucune idée de ce qu'elle a raté. Laisse-les le découvrir avec le reste du monde. Jennifer était plus pensive. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Une fois que c'est public, tu ne peux pas revenir en arrière. Je suis sûr. J'ai passé 8 ans à me faire petite pour qu'il soit à l'aise. J'ai fini. Enfin, le 23 décembre, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé faire du shopping. J'ai acheté une robe en soie bleu nuit d'une boutique de créateurs à Boston. Coût, $3,800. J'ai acheté des chaussures assorties. J'ai acheté des bijoux, simples, élégants, chers. Je me suis fait coiffer par un professionnel. Pendant 8 ans, je m'étais habillé simplement, modestement, de façon oubliable. Pour Noël, j'allais m'habiller comme la CTO d'une entreprise de 1,8 milliard de dollars. Parce que, même si je n'étais pas invité au dîner de ma famille, j'avais un autre endroit où aller. Marcus avait arrangé quelque chose de parfait. Le soir de Noël, il y avait un gala de vacances au Four Seasons de Boston, un événement caritatif pour les leaders de l'industrie technologique au profit des programmes d'éducation STEM. La liste des invités comprenait des PDG, des investisseurs en capital risque et plusieurs journalistes de Forbes, dont Catherine Morrison. J'ai confirmé ma présence. Si ma famille devait célébrer Noël avec la vieille fortune, je le célébrerais avec la nouvelle fortune. L'argent qui construisait des choses, changeait des industries et employait des milliers de personnes. La veille de Noël, j'ai passé la soirée seul dans mon condo, j'ai commandé des plats à emporter, regardé des films classiques, vérifié mon téléphone périodiquement. Rien de ma famille. Pas de texto au joyeux réveillon. Pas de message j'aimerais que tu sois là. Aucune reconnaissance du tout. À minuit, j'ai vérifié le site de Forbes. L'article n'était pas encore en ligne. Plus que 6 heures. Je suis allé me coucher. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6h02. L'édition numérique de Forbes avait été mise en ligne à 6h. Exactement comme prévu. À 6h02, les notifications déferlaient déjà. LinkedIn, 47 nouvelles demandes de connexion. Email, 83 nouveaux messages. Twitter, mes mentions explosaient. SMS de collègues. Félicitations. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Bon sang, Rachel. J'ai fait du café et ouvert l'article de Forbes sur mon ordinateur portable. Le titre disait « La milliardaire secrète, comment Rachel Morrison a bâti un empire de 1,8 milliard de dollars alors que sa famille pensait qu'elle échouait ». La photo était parfaite. Moi dans nos bureaux, debout devant les baies vitrées donnant sur le port de Boston, portant ma tenue modeste habituelle, souriant calmement. Le contraste entre l'apparence humble et le décor valant 1 milliard de dollars était frappant. L'article de Catherine était brillant. Elle détaillait l'ascension de Novice, notre technologie, notre liste de clients, nos tours de table. Elle incluait des citations de nos investisseurs, de nos clients, même de David et Jennifer. Et puis, vers le paragraphe 12, elle incluait l'histoire de ma famille. Morrison vient d'un milieu aisé. Son père est un gestionnaire de fonds spéculatifs prospère à Greenwich, Connecticut. Ses frères et sœurs sont établis dans le droit et la médecine. Mais sa famille ne connaît pas son succès. Ils pensent que je travaille dans une petite entreprise technologique avec un salaire modeste, a expliqué Morrison. Ils ont décidé que je suis l'échec de la famille, et ils n'ont jamais été assez curieux pour vérifier si c'est vrai. 2 semaines avant cette interview, la mère de Morrison l'a désinvité du dîner du réveillon de Noël familial, expliquant que sa présence embarrasserait la famille devant des parents amenant des relations fortunées au rassemblement.
Avoir quelqu'un qui est encore en train de lutter pour s'établir enverrait le mauvais message, aurait dit sa mère. Morrison, dont la valeur nette personnelle dépasse 550 millions de dollars, a pris la nouvelle calmement. J'ai passé 8 ans à tester si ma famille m'accorderait de la valeur sans réussite pour valider ma valeur, a-t-elle dit. Ils ne l'ont pas fait. L'article continuait avec des détails commerciaux, des aperçus technologiques et des projections futures. Mais cette section, ces 3 paragraphes, étaient déjà capturés en capture d'écran et partagés sur les réseaux sociaux. À 7 heures, Rachel Morrison était en tendance sur Twitter. À 8 heures, mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller sur messagerie. Il a sonné à nouveau immédiatement. Maman a appelé. Papa a appelé. Derek a appelé. Amanda a appelé. Tante Caroline a appelé. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé courir. Quand je suis revenu à 10 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 127 appels manqués. 286 SMS. Je les ai fait défiler. Maman, 6h15, Rachel, appelle-moi immédiatement. Maman, 6h22, Rachel, ce n'est pas drôle. Appelle-moi tout de suite. Maman, 6h45, tout le monde me pose des questions sur Forbes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Papa, 7h03, Rachel, nous devons parler de cet article. Appelle-moi. Derek, 7h18, c'est quoi ce bordel, Rachel? Amanda, 7h34, c'est vrai? Tu es vraiment milliardaire? Tante Caroline, 8h12, Jessica est dévastée. Les Ashworth ont vu l'article. Nous devons parler. J'ai refait du café. J'ai vérifié les réseaux sociaux. L'histoire était devenue complètement virale. La high-tech Twitter célébrait. Les journalistes d'affaires demandaient des interviews. Mon LinkedIn avait planté sous les demandes de connexion. Et puis, à 11h30, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Toute ma famille se tenait dans le couloir. Maman, papa, Derek, Amanda, tous vêtus de leurs plus beaux atours de Noël, ayant clairement quitté leur célébration pour conduire jusqu'à Cambridge. J'ai ouvert la porte. Rachel. Maman s'est précipitée en avant, les bras tendus pour un câlin. J'ai reculé d'un pas, joyeux Noël. Joyeux Noël, ma chérie. Nous devions venir te voir immédiatement quand nous avons vu l'article de Forbes. Nous ne pouvions pas croire. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Ils se sont entassés dans mon modeste condo. Le même condo qu'Amanda avait un jour qualifié de déprimant. Le même endroit que Derek avait proposé de m'aider à améliorer. Papa me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Rachel, cet article dit que tu possèdes 31% d'une entreprise valant 1,8 milliard de dollars. C'est exact. Il dit que tu es la directrice de la technologie. Correct. Il dit que ta valeur nette personnelle est de plus de 550 millions de dollars. Environ 558 millions de dollars à la clôture de la série D. Oui. Et tu ne nous l'as jamais dit? La voix de maman était blessée. À ta propre famille. Je l'ai regardé calmement. Vous m'avez désinvité de Noël il y a 2 semaines, parce que j'allais vous faire honte. C'était avant qu'on sache. Exactement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Derek l'a brisé. Rachel, allez. Tu dois comprendre de quoi ça a l'air. Tu as fait semblant d'être pauvre pendant 8 ans. J'ai vécu modestement. Il y a une différence. Je n'ai jamais menti sur rien. Je vous ai dit que je travaillais dans la sécurité technologique. Je vous ai dit que je m'en sortais bien. Aucun de vous n'a jamais demandé de détails. Tu cachais délibérément ton succès, a dit Amanda. Je testais si vous m'accorderiez de la valeur sans cela. Ce n'est pas juste, a protesté maman. Tu ne peux pas tester ta propre famille comme ça. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes photos. Décembre 2019, fête d'anniversaire de Derek. J'ai demandé si je pouvais amener mon associé pour vous la présenter. Vous avez dit, et je cite, « Gardons ça uniquement en famille. On n'a pas besoin de tes amis du travail ici. » Cette associée, c'était Jennifer Wu, ma cofondatrice. Elle pèse aujourd'hui 590 millions de dollars. J'ai fait défiler. Juin 2020, remise de diplôme de médecine d'Amanda. J'ai mentionné que je venais de clôturer un contrat majeur et que je voulais fêter ça avec vous.
Papa a dit, c'est bien, chérie, et a changé de sujet pour parler des offres de résidence d'Amanda. Ce contrat était de 8 millions de dollars avec une entreprise du Fortune 100. J'ai fait défiler à nouveau. Novembre 2021, Thanksgiving. J'ai essayé d'expliquer ce que fait mon entreprise. Maman m'a interrompu pour demander à Derek de parler de son dernier dossier. Tu m'as littéralement arrêté au milieu de ma phrase pour parler du travail de Derek à la place. Nous ne savions pas que c'était important, a dit maman. Vous n'avez pas demandé si c'était important. Vous avez supposé que ce ne l'était pas. Vous avez supposé que je ne l'étais pas, la voix de papa était calme. Rachel, nous avons fait des erreurs, mais tu es notre fille. Nous t'aimons. Vous aimez la fille qui vaut 558 millions de dollars. Il y a 2 semaines, vous ne m'aimiez pas assez pour m'inclure au dîner de Noël. C'était un malentendu, a dit tante Caroline, s'avançant. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent. Jessica était nerveuse à propos des Ashworth, et nous pensions. Vous pensiez qu'avoir votre parente pauvre et en difficulté dans les parages vous embarrasserait. Vous aviez raison. Vous devriez être embarrassé. Pas à cause de moi, mais à cause de la façon dont vous m'avez traité. Amanda pleurait maintenant. Rachel, s'il te plaît. Tu es notre sœur. J'ai toujours été votre sœur. Ma valeur nette ne change pas cela, mais apparemment, c'est la seule chose qui me rend digne d'être incluse. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marcus, le Wall Street Journal veut une interview. CNN vous veut pour demain. Bloomberg demande une déclaration. Dois-je planifier? J'ai regardé ma famille. J'ai besoin que vous partiez tous. Rachel, a commencé maman. Non, s'il te plaît, nous n'avons pas fini d'en parler, a dit papa. Si, nous avons fini. Vous avez fini de me parler de ce que j'aurais dû vous dire. J'ai fini d'expliquer pourquoi je ne vous ai pas fait confiance avec la chose la plus importante que j'ai jamais construite. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte. Joyeux Noël. Profitez de votre dîner avec les Ashworth. Je suis sûr qu'avoir une fille qui vaut un demi-milliard de dollars aidera à faire bonne impression. Le visage de maman s'est effondré. Ce n'est pas juste. Me désinviter de Noël ne l'était pas non plus. Ils sont sortis lentement. Derek a essayé de dire quelque chose, mais j'ai fermé la porte avant qu'il ne puisse le faire. Je l'ai verrouillée et je me suis appuyé contre elle, respirant lourdement. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Jennifer. Rachel, as-tu vu Twitter? On est en tendance numéro 1 mondiale. J'ai vu. Est-ce que ça va? Le truc sur la famille dans l'article. C'était courageux. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Tant mieux. Parce que Marcus vient de me transférer des demandes d'interview de tous les grands médias. Tu es sur le point de devenir très, très célèbre. J'ai souri. Envoie-moi la liste. Parlons de ceux qui s'alignent avec notre calendrier d'introduction en bourse. Maintenant, tu penses comme une PDG. Joyeux Noël, Rachel. Joyeux Noël, Jen. J'ai raccroché et marché jusqu'à ma fenêtre. Cambridge s'étendait en dessous de moi, décoré de lumière de Noël, belle et paisible. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto de maman, s'il te plaît, appelle-moi. On peut arranger ça. Je l'ai effacé. Il n'y avait rien à arranger. Pendant 8 ans, je leur avais donné toutes les opportunités de me voir. Ils avaient choisi de ne pas regarder. Maintenant, le monde entier regardait, et je ne faisais que commencer. Les 48 heures suivantes furent une leçon magistrale sur les conséquences. Le soir du jour de Noël, j'ai assisté au gala du Four Seasons dans ma robe bleu nuit. Au moment où je suis entré, la salle a changé. Les gens qui circulaient se sont arrêtés. Les conversations se sont mises en pause. Catherine Morrison s'est approchée immédiatement, une coupe de champagne à la main. Rachel, vous êtes éblouissante. Comment tenez-vous le coup? Mieux que prévu. Votre famille? Ils se sont présentés à ma porte ce matin. Tous. Et je les ai renvoyés. Elle a souri. Bien joué. Venez. Il y a des gens qui meurent d'envie de vous rencontrer. Elle m'a présenté à des investisseurs en capital risque qui courtisaient Novice depuis des années, des PDG qui voulaient discuter de partenariats, des journalistes demandant des interviews.
J'ai passé 3 heures à réseauter avec des gens qui valorisaient ce que j'avais construit, pas qui était ma famille. À un moment donné, je me suis retrouvé à parler avec Margaret Chin, la PDG d'une entreprise technologique du Fortune 50 et l'une des femmes les plus puissantes du monde des affaires. J'ai lu votre profil Forbes ce matin, a-t-elle dit. La partie sur votre famille. Il a fallu du courage. C'était juste de l'honnêteté. L'honnêteté est une forme de courage, dans un monde qui préfère les jolis mensonges. Elle fit une pause. Mes parents ne m'ont pas parlé pendant 2 ans après que j'ai abandonné mes études de médecine pour lancer ma première entreprise. Ils pensaient que je gâchais ma vie. Maintenant, ils disent à tout le monde qu'ils ont toujours su que je réussirais. Qu'avez-vous fait? Je suis restée performante, et je suis restée honnête sur le parcours. Finalement, soit ils acceptent la réalité, soit ils ne l'acceptent pas. Mais on ne peut pas bâtir un empire tout en portant des gens qui ne croient pas en vous. Cette conversation est restée gravée en moi. Le 26 décembre, l'histoire a explosé davantage. Le Wall Street Journal a publié un article de fond, La milliardaire cachée de la tech, pourquoi Rachel Morrison a gardé sa famille dans l'ignorance. Bloomberg l'a couvert. TechCrunch a fait une analyse approfondie de la technologie et de la valorisation de novices. Le récit qui a émergé était fascinant. Les réseaux sociaux se sont divisés en camps. Un camp célébrait l'angle du travail en secret, l'idée que j'avais construit quelque chose d'extraordinaire sans fanfare ni pression familiale. Des fondateurs de la tech partageaient leurs propres histoires de membres de la famille qui ne comprenaient pas leur travail. Un autre camp débattait de l'éthique de tester sa famille. Des thérapeutes intervenaient sur les réseaux sociaux au sujet des dynamiques familiales et de l'amour inconditionnel. Mais le récit dominant concernait la classe sociale, la vieille fortune contre la nouvelle fortune, et la cruauté des familles qui valorisent l'apparence sur le fond. Ma famille est devenue le symbole de tout ce qui n'allait pas avec les attitudes de la vieille bourgeoisie. Le 27 décembre, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Mademoiselle Morrison, c'est Bradford Ashworth III. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le fiancé de Jessica? Oui. J'appelle parce que je vous dois des excuses. Je n'avais aucune idée que votre famille vous avait désinvité de Noël à cause de moi. À cause des attentes de ma famille. C'est inadmissible. J'étais silencieuse, choquée. Je veux que vous sachiez que j'ai dit à Jessica hier que toute famille capable de vous traiter ainsi n'est pas une famille dans laquelle je souhaite entrer par mariage. J'ai mis fin à nos fiançailles. Vous avez quoi? J'y ai mis fin. Ma famille a de l'argent ancien, oui, mais nous avons construit cet argent grâce à l'innovation et au travail acharné il y a 3 générations. Mon grand-père serait consterné de savoir que son nom a été utilisé pour exclure quelqu'un comme vous, quelqu'un qui construit réellement quelque chose de significatif. Il fit une pause. Je suis désolé que vous ayez été blessé par cela, et je suis désolé d'avoir été utilisé comme excuse. Bradford, vous n'êtes pas obligé de. Si, je le dois, et je l'ai fait. Je vous souhaite le meilleur, Mademoiselle Morrison. J'ai déjà donné instruction à mon équipe financière de contacter Novice pour investir potentiellement dans votre série E, le moment venu. Il a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, incrédule. 30 minutes plus tard, mon téléphone a explosé d'appels des membres de ma famille. Tante Caroline, qu'est-ce que tu as fait? Bradford a rompu les fiançailles. Maman, Jessica est dévastée. Elle dit que tu as ruiné sa vie. Derek, Rachel, tu dois arranger ça. Appelle Bradford et explique. J'ai éteint mon téléphone à nouveau. Je n'avais pas ruiné la vie de Jessica. Elle avait ruiné ses propres fiançailles en faisant partie d'une famille qui excluait les gens sur la base de la richesse perçue. Bradford Ashworth III, malgré son pédigré de vieille fortune, avait plus d'intégrité que toute ma famille réunie. Le 28 décembre, j'ai reçu une lettre par coursier. C'était de mon père, écrite à la main sur son papier à lettres personnelles. Rachel, j'ai passé 3 jours à essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. J'ai lu l'article de Forbes 17 fois. J'ai lu chaque commentaire, chaque article d'opinion, chaque discussion sur les réseaux sociaux concernant notre famille. Je veux te dire que nous ne voulions pas te blesser. Je veux te dire que nous t'avons toujours aimé. Je veux te dire que nous n'avons simplement pas compris. Mais ce seraient des excuses. La vérité est que nous avons valorisé la réussite plus que le caractère. Nous avons privilégié l'apparence sur le fond.
Nous avons valorisé ce que tu pouvais faire pour l'image de la famille plutôt que qui tu étais en tant que personne. Ta mère est dévastée. Tes frères et sœurs sont confus et blessés. Ta tante est furieuse de la rupture des fiançailles de Jessica. Mais aucun de leurs sentiments ne compte autant que ceux-ci, tu avais raison. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire pendant que nous te rejetions. Tu as fait tes preuves pendant que nous doutions de toi. Tu as réussi alors que nous prédisions l'échec. Et quand ton succès est devenu public, notre première pensée n'a pas été la fierté. C'était comment nous pouvions en bénéficier. J'ai honte. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de réconciliation. J'écris parce que tu mérites de savoir que je vois enfin ce que je ne pouvais pas voir avant. Tu n'avais pas besoin de nous pour réussir, mais nous avions besoin de toi pour compter. Je suis désolé que nous t'ayons laissé tomber. Papa, j'ai lu la lettre 3 fois. C'était la chose la plus honnête que mon père m'ait jamais dite. Cela ne changeait rien non plus. 6 mois plus tard, je me tenais au New York Stock Exchange, portant un costume bleu marine sur mesure, regardant Novice Analytics entrer en bourse. L'introduction en bourse, IPO, s'est faite au prix de $32 par action, valorisant l'entreprise à 4,2 milliards de dollars. Ma part valait maintenant 1,3 milliard de dollars. Jennifer, David et moi avons sonné la cloche d'ouverture ensemble. Nos 340 employés applaudissaient depuis le parquet. Nos investisseurs célébraient. Nos clients envoyaient des félicitations. Ma famille n'était pas là. Je les avais invités, en fait. Envoyé des invitations formelles par l'intermédiaire de mon avocat en mars. Maman a décliné par SMS, nous ne voulons pas empiéter sur ton moment professionnel. La vérité était plus simple. Ils avaient honte d'affronter l'examen du public. Après que l'article de Forbes soit devenu viral, nos dynamiques familiales étaient devenues une étude de cas dans les écoles de commerce, les cours de psychologie et les séances de thérapie familiale. Le cas de la famille Morrison était enseigné à la Harvard Business School comme un exemple de la façon dont les familles peuvent nuire aux membres très performants par l'exclusion et le rejet. Ma mère ne pouvait pas assister à un déjeuner de charité à Greenwich sans que quelqu'un ne pose des questions sur cet article de Forbes. Mon père avait démissionné de 2 conseils d'administration lorsque des membres n'arrêtaient pas d'aborder le sujet. Derek et Amanda avaient tous deux tendu la main plusieurs fois. Derek s'était excusé sincèrement. Amanda envoyait de longs emails sur la thérapie familiale et la guérison. J'avais répondu poliment mais maintenu mes distances. La personne qui m'a le plus surprise a été Jessica. Elle avait appelé en février, 3 mois après que Bradford ait mis fin à leurs fiançailles. Rachel, je dois m'excuser. En fait, je dois faire plus que m'excuser. Je dois te remercier. Pourquoi? Pour avoir exposé exactement ce que j'étais devenu. Bradford a eu raison de mettre fin aux choses. J'étais tellement concentré sur le fait de me marier dans la bonne famille que j'ai oublié d'être un être humain décent. Je t'ai exclu parce que tu ne correspondais pas à mon image du succès. C'est impardonnable. Jessica. Laisse-moi finir. J'ai passé 3 mois en thérapie. Une vraie thérapie, pas juste se plaindre à un conseiller. J'apprends que j'ai construit toute ma vie autour de l'approbation des autres. Je ne sais même pas ce que je veux réellement. Elle fit une pause. Je me suis inscrite à un programme de master. Travail social. Je commence à l'automne. Travail social? Je veux aider des familles qui sont en difficulté. En vraie difficulté. Pas ne pas pouvoir s'offrir le bon country club. En difficulté. Je veux faire quelque chose qui compte. Nous nous étions retrouvés pour un café après ça. Commencer à reconstruire quelque chose. Pas la relation de cousine que nous avions avant, mais quelque chose de plus honnête. Maintenant, au NYC, regardant notre symbole boursier NVS clignoter sur les écrans. Mon téléphone a vibré. Jessica, regardant le direct, tellement fière de toi. Tu l'as fait. Bradford Ashworth 3, félicitations, Madame Morrison. Je vous avais dit que nous investirions dans la série E, hâte de notre partenariat. Marcus, action en hausse de 34% dans la première heure. Tu es officiellement milliardaire. Qu'est-ce que ça fait? J'ai regardé autour du parquet, vers Jennifer qui avait cru en notre technologie dès le premier jour. Vers David, qui déboguait du code à 3 heures du matin dans le sous-sol de Jennifer. Vers nos employés qui avaient transformé cette entreprise en quelque chose qui comptait. J'ai pensé à ma famille, absente,
mais enfin honnête sur le pourquoi. J'ai pensé à 8 années de tests, d'observation, de construction en secret tout en étant rejeté comme un échec. J'ai pensé au choix que j'avais fait de valoriser l'authenticité plutôt que l'approbation. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas soulagé qu'il voie enfin mon succès. J'étais soulagé d'avoir cessé d'avoir besoin qu'il le voie. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Rachel Morrison à l'appareil. Madame Morrison. Ici le bureau de la gouverneure Williams. La gouverneure aimerait savoir si vous seriez disponible pour une réunion la semaine prochaine, afin de discuter d'une nouvelle initiative d'éducation STEM qu'elle lance. Elle a été très impressionnée par votre profil Forbes et votre engagement envers l'accès à l'éducation. J'ai souri. Je serais honoré. Faites envoyer les détails par votre bureau à mon assistante. Après avoir raccroché, Jennifer est apparue à mon coude. Tout va bien? Tout est parfait. La gouverneure veut me rencontrer au sujet de programmes d'éducation. Bien sûr qu'elle le veut. Tu es Rachel Morrison, la PDG milliardaire de la tech qui a bâti un empire alors que sa famille pensait qu'elle échouait. Elle a souri. Ça ne vieillit jamais. Vraiment pas, nous avons regardé le téléscripteur ensemble. NVS grimpait, grimpait, grimpait. Et Rachel, a dit Jennifer doucement. Ouais. Je suis contente que tu aies gardé le secret vis-à-vis d'eux. Je suis contente que tu aies protégé ce qu'on a construit jusqu'à ce que ce soit assez fort pour parler de lui-même. Moi aussi. Et je suis contente que tu sois mon amie, pas juste ma cofondatrice. Je l'ai regardé. Ma vraie famille, celle que j'avais choisie, celle qui s'était montrée quand je semblais n'avoir rien. Moi aussi, ai-je dit. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Maman, regardant la couverture boursière. Tu es magnifique. Je suis désolé de ne pas être là. Je comprends pourquoi. Je t'aime. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai tapé en réponse, je t'aime aussi. Mais l'amour ne suffit plus. Il doit être accompagné de respect, de curiosité et de croyance. Quand tu seras prête à offrir cela, nous pourrons parler. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai rangé mon téléphone. Le téléscripteur affichait NVS à 43,50 $, en hausse de 36%. Jennifer a levé sa coupe de champagne. À novice. David est apparu avec sa propre coupe. À l'équipe. J'ai levé la mienne. À la construction de choses qui comptent, avec des gens qui ont cru en nous quand nous n'avions rien à offrir d'autre que du potentiel. Nous avons trinqué. En dessous de nous, le parquet rugissait d'activité. Notre entreprise, notre création, notre preuve que le succès ne dépend pas d'où vous venez ou de qui croit en vous. C'est ce que vous construisez quand personne ne regarde. Et j'avais construit quelque chose d'extraordinaire. La couverture de Forbes qui avait exposé la cruauté de ma famille était encadrée maintenant, accrochée dans le hall de notre bureau. Pas comme un trophée de vengeance, mais comme un rappel. Les gens qui vous rejettent quand vous construisez sont rarement les gens que vous voulez voir célébrer quand vous avez réussi. J'avais appris cette leçon à Noël, et je ne l'oublierai jamais.